Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur du 15 décembre 2023. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et c'est l'heure désormais de notre page interview avec notre invité Thierry Pouche. Et on va revenir avec Thierry Pouche, docteur en sciences, responsable du service des études économiques aux chambres d'agriculture à Paris, sur le livre qu'il a coécrit, Géopolitique du sucre, aux éditions Iris, et qui est sorti il y a tout juste pile un mois. Bonjour monsieur Thierry Pouche. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous revoir de plus en plus régulièrement chez nous. Monsieur Thierry Pouche, pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de géopolitique du sucre ? Alors parce que, un peu comme pour d'autres denrées agricoles, il y a des mouvements qui sont en train de se former depuis maintenant quelques années et que le poids que représentait l'Occident dans le marché du sucre est en train de s'essouffler, de s'effriter au profit de nouvelles puissances. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième raison, c'est qu'on a été quand même assez frappé en travaillant sur ce thème que la demande mondiale de sucre, finalement, est appelée à augmenter. Il y a un certain nombre de pays qui demandent de plus en plus de sucre pour des raisons alimentaires, mais aussi pour des raisons non alimentaires, et que ça faisait contraste, finalement, avec les recommandations qu'on entend souvent, notamment en Occident et en France en particulier, sur une certaine modération dans la consommation de sucre. Donc toutes ces raisons faisaient que on s'est penché sur ce thème. Et puis il y a une troisième raison, c'est évidemment l'évolution de la politique européenne sucrière, avec une décision de sortie des quotas laitiers, sucriers en 2017, et que je faisais l'erreur avec les quotas laitiers qui sont sortis. Bon, on en est sorti 2 ans avant justement. Et puis la décision française d'interdire les néonicotinoïdes, qui sont un élément assez central pour la préservation des rendements betteraviers. Des rendements betteraviers, puisqu'effectivement, le sucre, c'est pas que de la canne à sucre, c'est en Europe, c'est de la betterave. Ça, voilà, alors on a la distinction canne à sucre, 80%, ça donne du sucre, et les 20% restants, c'est la betterave. Mais ce qui est intéressant aussi d'un point de vue agronomique et agricole, c'est qu'on extrait plus de sucre d'une tonne de betterave que d'une tonne de canne à sucre. Ouais, du coup là, je comprends un peu où vous voulez en venir, parce qu'en préparant votre interview, j'ai regardé, alors vous avez donné une conférence sur ce livre à l'Iris, vous nous dites, tout ce que vous nous dites est intéressant, vous nous avez parlé de nouvel ordre mondial, alors on va revenir effectivement puisque c'est tout à fait le thème du moment, vous nous dites aussi que le sucre, il y a quand même de politiques sanitaires qui sont mises en place dans beaucoup de pays, et vous avez dit de façon assez humoristique et drôle lors de cette conférence que le prochain livre ça pourrait être la géopolitique du gras, et j'ai trouvé ça assez drôle. Toujours est-il qu'effectivement aujourd'hui, et notamment hier, on l'a compris avec un de nos invités, M. Henri Malos, qui est revenu pour nous sur l'agrandissement des BRICS, l'élargissement des BRICS à partir du 1er janvier 2024, on a compris que les enjeux géopolitiques étaient extrêmement importants en termes monétaires, de la dédollarisation. Vous nous dites également que les enjeux, en gros, Nord-Sud, la coopération Nord-Sud, comme il nous l'expliquait, peuvent aussi également être compris sous l'angle agroalimentaire et notamment du sucre. Du coup, pourquoi ? Alors, déjà, il faut quand même rappeler que le Brésil a toujours été un grand producteur de sucre, mais que depuis les années 70, on a quand même constaté une grosse progression de ce producteur, qui représente aujourd'hui 20% de la production mondiale de sucre et 40% des exportations. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et se sont greffés là-dessus un certain nombre d'autres pays, comme l'Inde, par exemple, alors qui est un État-nation qui faisait déjà partie des BRICS avant. Mais ce qu'on constate, c'est que la Russie, par exemple, qui elle aussi faisait partie du groupe des pays émergents depuis déjà, du premier groupe, se positionne maintenant de plus en plus sur le territoire du sucre. C'est le premier producteur mondial de betterave, et s'il conduit, comme il le fait en ce moment, son industrialisation sucrière, c'est-à-dire qu'il va se doter d'unités de production de sucre, il va certainement jouer à peu près un rôle aussi important qu'il le joue sur le blé. Donc on voit bien qu'il y a une recomposition à travers ces pays émergents du marché sucrier mondial,
au profit de pays qui sont non occidentaux. Alors ça c'est important parce que je pense qu'on va en parler, ça à mettre en regard évidemment avec la politique européenne. Et notamment la fin des quotas sucriers de 2017, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, okay. Cette décision européenne qui avait été prise un peu dans le prolongement de la sortie des quotas laitiers pour répondre, et c'est ça qui est paradoxal aujourd'hui, c'était pour répondre à une demande mondiale qui était jugée en progression, et qu'on voit bien que l'Union européenne a aussi, au-delà de la décision de sortir des quotas sucriers, avait aussi décidé auparavant de répondre aux injonctions du Brésil dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour qu'elle baisse ses protections douanières et qu'elle arrête de subventionner ses producteurs de sucre. Donc dans le fond, c'était plutôt, le timing était bon, c'est-à-dire que dans un premier temps, on ouvre le marché, on demande à nos partenaires d'ouvrir le marché, et dans un deuxième temps, on inonde le marché de nos produits. Exactement. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Eh bien non, parce que comme je viens de le dire, le fait que l'Union européenne ait baissé un peu la garde sur ses protections sucrières à la suite des plaintes déposées par le Brésil à l'Organisation mondiale du commerce, la production européenne a reculé, ce qui fait qu'on devient importateur net maintenant de sucre. Il n'y a à peu près que la France qui est encore exportateur net, puisque le sucre représente à peu près le 4e poste excédentaire de notre balance commerciale agroalimentaire. Mais ça, c'est un point important, parce que justement, si on entrave les producteurs aujourd'hui de betteraves, qui sont au nombre de 24 000 à peu près, sur 400 000 hectares, ce qui représente 1,5% de notre surface agricole, c'est pas énorme. Et donc c'est très concentré sur certaines régions, alors le nord et l'est, il y a un peu de centre Val-de-Loire, mais moins, avec des unités de production industrielles qui sont tout à fait importantes. Il y a une vingtaine d'unités de production, une vingtaine d'usines qui appartiennent à 5 grands groupes industriels sucriers. Mais si, évidemment, on interdit les néonicotinoïdes, on peut entraver à terme la production. Et donc, notre position sur les marchés leader européen quant aux exportations. Pourtant, alors, j'ai vu que depuis 2017, même si alors effectivement c'est un fiasco, on parle de mauvais timing, etc. Ceci étant, il semblerait que la production française et européenne de sucre ait repris des couleurs depuis, que la France, effectivement, comme vous le dites, a une place assez importante. Du coup, bon, ça a été difficile pendant 2-3 ans. Maintenant, ça va mieux, du coup, pas à force des choses. Alors, ça va mieux parce qu'il y a une raison importante, c'est que le prix s'est redressé 2-3 ans après la sortie des quotas sucriers, et que ça a encouragé, évidemment, un certain nombre de producteurs à planter des betteraves, à les arracher, puisqu'on parle d'arrachage dans ce cas précis, et à livrer ces betteraves aux usines de transformation du sucre. Mais il y a une autre raison aussi, c'est qu'au-delà du redressement du prix sur le marché mondial, il y a une ouverture sur les usages non alimentaires de cette betterave. Alors lesquels justement? Alors ça peut être, voilà, mais j'ai pas, ça peut être de l'énergie, puisqu'on peut fabriquer l'essence, l'éthanol. L'éthanol, voilà, c'est quelque chose d'important. Alors on peut en faire évidemment avec la canne à sucre. Le Brésil en fait d'ailleurs. C'est depuis les années 70. Voilà, c'est ça. Le dispositif Flex Fuel et donc la production au Brésil de sucre varie aussi en fonction des usages énergétiques. Exactement. Voilà. Et donc il y a ces usages non alimentaires, donc l'énergie, mais il y a aussi beaucoup d'usages industriels en parfumerie, en industrie pharmaceutique. Nous avons tous été amenés à utiliser, et on l'a utilisé encore aujourd'hui, le fameux gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains dans le cadre de la pandémie. Et donc dedans, donc vous dites qu'il y a du sucre dedans, c'est pas que... dedans il y a de l'éthanol surtout, et il y a de l'alcool et qui est tiré de la betterave à sucre. Donc ça c'est important. Et puis en plus, il faut ajouter un usage tout à fait important, c'est que de la betterave on peut extraire de la pulpe qui est destinée, et riche en protéines végétales, qui est destinée à la nourriture du bétail. Donc il y a vraiment, c'est un produit multi-usage en quelque sorte, et donc ça avait un petit peu dynamisé la production. Ça a dynamisé la production, du coup, pas à force des choses, mais ça n'a pas pu faire baisser les prix, pas à force des choses.
pas pu faire baisser les prix, surtout aujourd'hui, on est aux alentours de 850, 900 €. C'est un pic historique. Et ça, c'est imputable au fait que le Brésil ont été confrontés à quelques chocs climatiques. El Niño, c'est ça, les effets de chaleur. Qui ont endommagé les récoltes de canne et donc de sucre. Mais il n'en reste pas moins que ce prix est quand même soutenu aussi par des perspectives de demande mondiale qui sont qui augmentent. Et puis on l'a bien compris, effectivement, que c'est pas juste du sucre pour mettre dans son yaourt, c'est également, il y a des usages très importants, très variés. On a cité l'énergie, on a cité les parfums, l'agroalimentaire, puisqu'effectivement on trouve du sucre dans beaucoup de choses, et puis le fameux gel hydroalcoolique qu'on utilise et que j'invite tout le monde à utiliser toujours, pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc on comprend pourquoi on comprend l'importance du sucre sur les marchés mondiaux, on comprend qu'effectivement son utilisation est bien plus variée que la simple utilisation agroalimentaire. Du coup, par la force des choses, on comprend que ce soit un enjeu géopolitique important. Est-ce que à quel enjeu on pense? Est-ce que le thème du moment, c'est la transition écologique, la transition énergétique mondiale? Est-ce que le sucre a un rôle à jouer dans cette transition? Alors moi, il me semble que c'est ce qu'on a assez montré dans le livre avec Sébastien Avis. L'enjeu, il va être certainement énergétique. Le fait que nous puissions avoir à partir de la betterave ou de la canne des productions d'énergie renouvelable va conditionner évidemment le profil du marché dans les années qui viennent. Et je crois que la Russie, de ce point de vue-là, a bien compris un petit peu cet enjeu, d'autant plus que au-delà des investissements qu'elle fait maintenant depuis quelques années sur la betterave et sur la transformation, elle va être la grande bénéficiaire du réchauffement climatique, donc non seulement pour le blé, mais aussi pour la betterave. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange sud de la Sibérie qui va être beaucoup plus propice à la culture. Voilà, et donc ils vont se propulser en tant qu'acteur fondamental sur le marché du sucre, et par voie de conséquence, parce qu'ils savent que l'énergie fossile est toujours maintenant remis en cause, donc ils se préparent d'une certaine façon par anticipation à cultiver plus de betteraves pour en tirer de l'éthanol et faire... Et on connaît à peu près les ratios qu'il faut pour produire, si globalement on s'intéresse au baril de pétrole, c'est combien de tonnes de betteraves il faut pour produire l'équivalent d'un baril de pétrole? Est-ce que... même si la Sibérie donc va effectivement probablement se découvrir et par la force des choses proposer de nouvelles terres fertiles, est-ce que ce sera suffisant pour répondre à la demande mondiale? C'est une question, voilà. C'est une question bien difficile parce que tout va dépendre des rendements, tout va dépendre des unités de production qui seront... Mais en théorie c'est possible. C'est possible. Vous prenez l'exemple du Brésil qui depuis les années 70 incorpore de l'éthanol dans ses réservoirs de voitures. Oui, c'est ça, et puis dans ses usines électriques aussi, absolument. Mais ça reste marginal quand même, quoi qu'il arrive. Ça reste pour l'instant marginal, mais le Brésil... Et c'est polluant. Alors ça peut être polluant sur d'autres aspects, mais le Brésil est encore une fois un bel exemple de l'augmentation qu'il fait de sa production sucrière à destination de l'énergie et de moins en moins de l'usage alimentaire. C'est plutôt encourageant, en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est une perspective encourageante dans le contexte actuel. Exactement. Je vous remercie beaucoup pour vos explications, Monsieur Pouche. On va finir votre intervention par... On va s'intéresser au cas français. La France qui depuis, un peu avant, mais c'est surtout mis en exergue auprès du grand public depuis la crise du Covid, la France souhaite redevenir souveraine alimentairement. Est-ce que le sucre, et donc ça passe par finalement conserver, renforcer sa filière sucrière? Est-ce qu'aujourd'hui la France a les moyens de renforcer cette filière et de faire en sorte qu'on conserve notre place de quatrième producteur mondial, c'est ça? Non, alors on est premier producteur européen, deuxième producteur mondial, voilà, donc à partir de la betterave. À partir de la betterave, oui. Et neuvième quand on mélange la betterave et la canne. Et donc les autorités françaises mettent en place, selon vous, ce qu'il faut pour qu'on conserve cette forme
domination d'une certaine façon. Alors c'est assez ambigu parce que comme je le disais tout à l'heure, le fait d'interdire l'usage des néonicotinoïdes qui sont un produit qui protège la plante d'un certain nombre de maladies pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est de savoir comment la recherche en agronomie et la recherche sur les semences vont faire pour trouver des variétés plus résistantes à ces maladies sans usage de ces néonicotinoïdes. Voilà, donc il y a certainement là encore une fois, comme dans d'autres domaines, un décalage entre les avancées de la recherche et les exigences des producteurs pour protéger leurs plantes, non seulement sur les maladies, mais aussi sur les sécheresses, etc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut replacer ça, comme vous l'avez dit, sur la problématique de la souveraineté. C'est d'abord nos usages intérieurs, et dans le cadre de la transition énergétique, ça a quand même, c'est un point important, ça a du poids, donc il faut essayer de trouver des moyens de produire un peu plus, et puis surtout de se placer face à un marché mondial qui lui-même va progresser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des demandes, vous avez des pays qui sont très consommateurs de sucre, y compris pour l'alimentation, donc ça veut dire que non seulement il faut que l'on soit souverain sur notre marché intérieur, mais qu'on puisse aussi occuper une place qu'on a décidé d'occuper de façon souveraine sur les marchés internationaux, de façon à moins subir la concurrence, et dans la perspective de ne pas dépendre de l'extérieur pour nos propres approvisionnements. Donc ça c'est important, parce qu'on a bien vu dans un certain nombre d'autres domaines agricoles que nous étions devenus dépendants de l'extérieur. Donc là, c'est quand même un produit d'excellence d'une certaine façon, avec des planteurs qui ont un savoir-faire, avec une proximité des unités de production qui transforment vis-à-vis des champs de betteraves, et vous avez des usines qui sont particulièrement performantes d'un point de vue technologique, d'un point de vue commercialisation. Donc ça serait dommage de sacrifier ce secteur industriel. Il y a un risque. Alors il y a un risque, puisqu'il y a eu quelques fermetures d'usines quand même depuis maintenant quelques années, donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas un bon signal, et j'ajoute que c'est quand même à la clé des planteurs aux transformateurs, des emplois, des centaines d'emplois. Voilà, même des milliers, puisqu'on est aux alentours de 6-7 000 emplois uniquement directs. Donc après il faut regarder tout ce qui en découle, bien sûr, les fournisseurs, les prestataires. Merci, Monsieur Thierry Pouche, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez donc coécrit le livre Géopolitique du sucre aux éditions Iris Éditions, et que vous êtes docteur en sciences économiques et responsable du service des études économiques aux Chambres d'agriculture de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Pouche, ce matin. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec l'extraordinaire Mathieu Driol qui va nous délivrer des analyses techniques autour du Brent et du blé de toute beauté. À tout de suite.